Le maître vécut seul pendant des années, isolé dans sa plantation perdue entre les mornes et la mer. Puis, en 1773, il acheta 7 esclaves femmes lors d'une vente aux enchères à Saint-Pierre. L'une devint son épouse. Les 6 autres disparurent sans laisser de traces. Avant de poursuivre cette histoire troublante, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Ce récit, tiré d'archives coloniales longtemps oubliées, mérite d'être partagé avec ceux qui cherchent la vérité derrière les silences de l'histoire. Les archives de la Martinique conservent, dans leurs sous-sols humides, des milliers de documents que personne ne consulte plus. Registres paroissiaux moisis, actes notariés rongés par les termites, correspondances administratives dont l'encre s'est diluée dans la moisissure tropicale. C'est dans ces papiers oubliés qu'apparaît, de manière fragmentaire et troublante, l'histoire de l'habitation Sainte-Rose, une plantation de canne à sucre située dans le nord de l'île, entre les contreforts verdoyants du mont Pelé et l'océan Atlantique. La Martinique des années 1760 était une colonie française prospère, enrichie par la culture de la canne à sucre et le commerce triangulaire qui amenait des milliers d'Africains enchaînés sur ses rivages. Les grandes familles de planteurs, les béquets, régnaient sur des domaines immenses où travaillaient des centaines d'esclaves dans des conditions d'une cruauté méthodique. La société coloniale était régie par le Code noir, promulgué en 1685, un ensemble de lois qui définissait l'esclave comme un bien meuble, une propriété sans âme, tout en prétendant encadrer les relations entre maître et esclave avec une hypocrisie juridique glaçante. Dans ce monde brutal et hiérarchisé, l'habitation Sainte-Rose représentait une anomalie. Située à plus de 3 heures de cheval de Saint-Pierre, la capitale commerciale de l'île, elle occupait une vallée étroite coincée entre 2 mornes escarpés, couverts de forêts denses. L'habitation elle-même consistait en une grande maison coloniale à 2 étages, construite en pierre volcanique grise et surmontée d'un toit descente rouge qui, selon les témoignages de l'époque, ressemblait de loin à une plaie ouverte sur le flanc de la montagne. Autour de la grande maison s'étendaient les cases des esclaves, l'hôpital sommaire, les hangars à bagages, la sucrerie avec son moulin à eau alimenté par une rivière tumultueuse qui descendait du volcan. Les champs de canne s'étalaient sur les pentes douces, montant jusqu'à la lisière de la forêt où personne ne s'aventurait une fois la nuit tombée. La jungle martiniquaise, dense et hostile, grouillait de serpents fer de lance dont la morsure tuait en quelques heures, et l'obscurité y était totale dès que le soleil disparaissait derrière les crêtes. Le maître de cette habitation se nommait Antoine Laurent Desroches. Son nom apparaît pour la première fois dans les registres en 1754, lorsqu'il acheta la propriété à une veuve endettée dont le mari était mort de fièvre jaune. Desroches arrivait de France, de Bretagne plus précisément, avec un capital suffisant pour acquérir ce domaine de taille modeste, mais bien situé. Il avait alors 32 ans. Un âge avancé pour un célibataire dans les colonies où les hommes se mariaient jeunes pour assurer leur descendance dans un climat meurtrier. Les documents administratifs le décrivent comme un homme instruit, ayant étudié le droit à Rennes avant de s'embarquer pour les Antilles. Physiquement, une lettre du gouverneur de l'époque le mentionne comme étant de taille moyenne, aux cheveux noirs toujours soigneusement poudrés selon la mode, au visage allongé et aux yeux d'un gris froid qui mettait mal à l'aise ses interlocuteurs. Il parlait peu, s'habillait avec une élégance austère et refusait systématiquement les invitations des autres planteurs de la région. Pendant près de 20 ans, Antoine Laurent Desroches vécut seul dans sa grande maison. Seul avec ses esclaves, bien sûr, une quarantaine d'hommes et de femmes qui travaillaient ses champs et produisaient un sucre de qualité médiocre qu'il vendait sans chercher à maximiser ses profits. Il n'employait pas de géreur blanc comme c'était l'usage, préférant superviser lui-même l'exploitation. Il ne prenait pas de maîtresse parmi ses esclaves, pratique pourtant courante et tacitement acceptée dans la société coloniale. Il ne participait pas aux assemblées de planteurs, n'assistait pas au bal de Saint-Pierre, évitait la messe dominicale en prétextant l'éloignement de sa propriété.
Cette solitude volontaire alimentait les rumeurs. On disait qu'il avait fui la France pour échapper à un scandale, qu'il avait tué un homme en duel, qu'il était recherché par la justice royale. D'autres murmuraient qu'il était fou, qu'il passait ses nuits à lire des livres interdits, qu'il pratiquait des expériences étranges dans les soubassements de sa maison. Certains prétendaient qu'il n'était pas vraiment seul, qu'une présence habitait avec lui dans l'obscurité de l'habitation Sainte-Rose, une présence qu'on entendait parfois hurler lors des nuits d'orage. La vérité, comme souvent, était à la fois plus simple et plus terrifiante que les légendes. Le 23 mars 1773, une vente aux enchères d'esclaves eut lieu sur le port de Saint-Pierre. Un navire négrier français, la Sirène de Bordeaux, venait d'arriver après une traversée catastrophique durant laquelle plus de la moitié de sa cargaison humaine avait péri de dysenterie et de scorbut. Les survivants, émaciés et traumatisés, furent exposés sur le quai sous le soleil accablant, leur corps enduit d'huile de palme pour masquer leur état réel de santé. Parmi les acheteurs se trouvait Antoine Laurent Desroches, fait rarissime qui provoqua l'étonnement des marchands et des autres planteurs présents. En 20 ans, personne ne l'avait jamais vu participer à une telle vente. Il achetait généralement ses esclaves par l'intermédiaire d'un courtier, sans se déplacer personnellement. Mais ce jour-là, il était là, debout dans la foule, vêtu de noir malgré la chaleur, son tricorne rabattu sur son front, observant les captifs avec une attention dérangeante. Selon le témoignage du commissaire-priseur consigné dans les archives notariales, Desroches attendit la fin de la vente principale. Quand tous les esclaves en bonne condition apparente eurent été vendus, il s'approcha et demanda à voir les invendus, ceux que les autres planteurs avaient rejetés. On lui montra un groupe de 7 femmes, toutes jeunes, âgées de 16 à 25 ans selon les estimations, mais dans un état lamentable. 4 venaient de la région du Dahomey, 3 du royaume Congo. Elles ne parlaient pas français, certaines étaient blessées, toutes étaient terrifiées. Desroches les examina longuement, une par une, sans les toucher, simplement en les observant avec son regard froid et méthodique. Puis, il annonça qu'il les prenait toutes les 7. Le prix était dérisoire, à peine 300 livres pour l'ensemble, soit moins que le coût d'un seul esclave en bonne santé. Le commissaire-priseur, surpris mais satisfait de se débarrasser de cette marchandise endommagée, rédigea rapidement l'acte de vente. Ce qui se passa ensuite fut rapporté par plusieurs témoins et consigné dans une lettre du capitaine de milice local au gouverneur. Desroches fit attacher les 7 femmes ensemble par une longue chaîne reliée à leurs chevilles. Il les fit monter dans une charrette couverte qu'il avait amenée de son habitation. Puis, sans un mot à quiconque, il grimpa sur le siège du cocher et fit claquer son fouet. La charrette s'ébranla et disparut dans les rues escarpées de Saint-Pierre, en direction du nord, vers les mornes et la forêt. Plusieurs planteurs qui connaissaient vaguement Desroches trouvèrent son comportement étrange. Pourquoi acheter 7 esclaves en mauvais état quand on pouvait en acquérir 1 ou 2 en bonne santé pour le même prix total? Pourquoi les transporter personnellement plutôt que de les faire convoyer par un contremaître? Et surtout, pourquoi toutes des femmes, alors que sa plantation avait besoin de bras masculins pour les travaux les plus durs? Ces questions restèrent sans réponse pendant les semaines qui suivirent. L'habitation Sainte-Rose retomba dans son silence habituel, isolée au bout de son chemin de terre défoncé. Les mois passèrent. La saison des pluies arriva avec ses déluges quotidiens qui transformaient les chemins en torrents de boue. Puis vint la saison sèche, le carême, période de travail intense dans les champs de canne. Ce fut en décembre 1773, 9 mois après la vente aux enchères, qu'un événement inhabituel se produisit. Le père Augustin Lebrun, curé de la paroisse du Prêcheur, dont dépendait théoriquement l'habitation Sainte-Rose, reçut la visite d'Antoine Laurent Desroches. Le planteur, qu'il n'avait jamais vu à la messe, se présenta à son presbytère un matin et demanda à parler en privé. Selon les notes personnelles du père Lebrun,
Retrouvé dans les archives diocésaines, Desroches expliqua qu'il souhaitait se marier. Il avait choisi une épouse, une femme qui vivait sur son habitation, et il voulait que l'union soit bénie par l'Église. Le prêtre, surpris mais heureux de voir enfin ce reclus chercher à régulariser sa situation, accepta avec empressement. Il demanda le nom de la future épouse et les détails nécessaires à l'établissement des bans. C'est à ce moment que Desroches prononça des mots qui glacèrent le religieux. La femme se nommait Marie-Ange. Elle était africaine, originaire du Dahomey. Elle était son esclave, achetée 9 mois auparavant lors de la vente de la Sirène de Bordeaux. Le père Lebrun protesta immédiatement. Le mariage entre un blanc et une esclave noire était formellement interdit par le Code noir et les ordonnances royales. C'était un scandale, une abomination morale et légale. Si Desroches voulait vivre maritalement avec cette femme, qu'il la garde comme concubine comme tant d'autres planteurs le faisaient, mais un mariage devant Dieu était impossible. Desroches écouta ces objections avec un calme inquiétant. Puis il sortit de sa poche un document plié avec soin. C'était un acte d'affranchissement rédigé par un notaire de Saint-Pierre 3 jours auparavant. Marie-Ange n'était plus son esclave. Elle était désormais une femme libre, de conditions modestes certes, mais légalement capable de se marier. Le père Lebrun se retrouva dans une position difficile. Techniquement, le mariage entre un homme blanc et une femme noire affranchie n'était pas explicitement interdit, même si c'était une pratique rarissime et mal vue. Mais refuser catégoriquement risquait de braquer définitivement ce paroissien déjà distant. Après une longue discussion théologique et morale, le prêtre accepta finalement, à condition que le mariage soit célébré discrètement, sans témoins extérieurs à l'habitation, dans la chapelle privée que possédait Desroches sur son domaine. Le mariage eut lieu le 20 décembre 1773. Le père Lebrun fit le déplacement jusqu'à l'habitation Sainte-Rose, une expédition éprouvante à travers des chemins boueux et escarpés. Il arriva en fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à descendre derrière les mornes. Ce qu'il vit le troubla profondément. La grande maison semblait abandonnée, ses volets fermés, aucune lumière aux fenêtres. Les cases des esclaves étaient délabrées, plusieurs toits effondrés. Les champs de canne montraient des signes de négligence, les mauvaises herbes envahissant les rangées. L'ensemble dégageait une impression de décrépitude et d'abandon qui contrastait violemment avec les plantations bien tenues de la région. Desroches l'accueillit sur le perron, toujours vêtu de noir, le visage émacié comme s'il n'avait pas mangé depuis des semaines. Il conduisit le prêtre directement à la chapelle, une petite pièce au premier étage de la maison, meublée seulement d'un autel rudimentaire et de quelques bancs. Aucun esclave n'était visible. Aucun bruit ne venait des autres pièces de la maison. Puis Marie-Ange entra. Le père Lebrun la décrivit dans ses notes comme une femme d'une vingtaine d'années, grande et mince, la peau très sombre, les cheveux tressés et couverts d'un madras blanc. Elle était vêtue d'une robe simple mais propre, de couleur crème. Ce qui frappa le plus le prêtre, ce furent ses yeux. Des yeux immenses, noirs comme la nuit, mais totalement vides d'expression. Elle regardait droit devant elle sans ciller, sans paraître voir quoi que ce soit, comme une somnambule ou une morte vivante. La cérémonie fut expédiée en moins de 10 minutes. Marie-Ange ne prononça pas un mot, se contentant d'acquiescer d'un mouvement de tête quand on le lui demandait. Desroches récita ses vœux d'une voix monocorde. Aucun témoin n'était présent, ce qui était irrégulier mais pas illégal. Le prêtre les maria, signa le registre paroissial, empocha les 50 livres que Desroches lui tendit et quitta l'habitation Sainte-Rose avec un sentiment de malaise qu'il n'arrivait pas à définir. Dans sa lettre à l'évêque, quelques jours plus tard, le père Lebrun écrivit « Il y a quelque chose de profondément malsain dans cette union. La femme semblait absente de son propre corps, comme si son âme avait été arrachée, et le maître avait dans le regard une satisfaction qui m'a glacé le sang. J'ai commis une erreur en acceptant de les marier. Que Dieu me pardonne, mais j'ai le sentiment d'avoir béni quelque chose d'immonde. » Cette lettre serait retrouvée plus d'1 siècle plus tard, lors du classement des archives diocésaines.
Entre-temps, personne ne revit jamais Marie-Ange vivante. Et des 6 autres femmes achetées le même jour, il ne resta aucune trace dans les registres officiels de la Martinique. Les années qui suivirent le mariage furent marquées par un silence presque total autour de l'habitation Sainte-Rose. Antoine Laurent Desroches ne se manifesta plus jamais à Saint-Pierre ou au prêcheur. Il n'assista à aucune assemblée de planteurs, ne participa à aucune des obligations sociales qui incombaient normalement aux propriétaires terriens de son rang. Sa production de sucre diminua progressivement, passant de 20 tonneaux par an avant 1773 à seulement 8 tonneaux en 1775, puis à pratiquement rien après cette date. Cette chute de productivité aurait dû attirer l'attention des autorités coloniales, toujours soucieuses de maximiser les revenus fiscaux tirés des plantations. Mais l'habitation Sainte-Rose était petite, son propriétaire payait ses impôts modestes sans retard, et la distance qui la séparait des centres administratifs jouait en faveur de son isolement. Dans une colonie où des centaines d'habitations fonctionnaient et où les problèmes quotidiens mobilisaient l'attention des gouverneurs, un domaine isolé qui périclitait lentement ne méritait pas d'investigation particulière. Les esclaves de Desroches n'étaient d'aucune aide pour comprendre ce qui se passait derrière les murs de la grande maison. Le peu d'informations qui filtraient venaient des rares occasions où certains d'entre eux étaient envoyés au bourg du prêcheur pour des achats ou des livraisons. Ces esclaves, principalement des hommes âgés employés aux travaux agricoles, parlaient peu et mal le français créole. Quand on les interrogeait sur leur maître, ils baissaient les yeux et se taisaient, une peur palpable dans leur attitude. Un seul témoignage de cette période subsiste dans les archives judiciaires. En janvier 1776, un esclave nommé Toussaint, appartenant à Desroches, fut arrêté par la maréchaussée alors qu'il tentait de fuir l'habitation. Le marronnage, la fuite des esclaves, était sévèrement puni par le Code noir. La première fois par l'amputation des oreilles et le marquage de la fleur de lys au fer rouge sur l'épaule, la deuxième fois par le jarret coupé, la troisième fois par la mort. Toussaint fut interrogé avant son châtiment. Le procès verbal d'interrogatoire, rédigé d'une écriture serrée sur du papier jauni, révèle des détails glaçants. L'esclave, âgé d'une 50aine d'années, expliqua qu'il préférait mourir sous le fouet plutôt que de rester un jour de plus à l'habitation Sainte-Rose. Quand on lui demanda pourquoi, il parla d'abord de manière confuse, de cris dans la nuit, de femmes qui pleuraient, de choses enterrées dans la forêt. L'officier de maréchaussée, peu intéressé par ce qu'il considérait comme des superstitions d'esclaves, insista pour savoir si Toussaint accusait son maître de mauvais traitement physique. L'esclave nia. Desroches ne les frappait pas, ne les affamait pas, leur laissait même cultiver leur jardin vivrier. Mais il y avait autre chose, quelque chose que Toussaint peinait à expliquer dans son français approximatif. Il parla finalement des 7 femmes. Il dit qu'elles avaient été emmenées dans la grande maison le jour de leur arrivée et qu'on ne les avait plus jamais vues travailler au champ. Au début, on les entendait parfois, des pleurs et des gémissements qui venaient des fenêtres fermées de l'étage. Puis ces sons avaient cessé, l'un après l'autre, au fil des mois. Maintenant, il n'y avait plus que le silence, et parfois, très rarement, le bruit d'une seule voix qui chantonnait doucement dans une langue africaine. L'officier nota ces déclarations sans y accorder d'importance particulière. Les esclaves étaient connus pour propager des rumeurs et s'effrayer mutuellement avec des histoires de sorcellerie et de malédiction. Toussaint fut rendu à son maître après avoir reçu ses oreilles coupées et la marque au fer. Desroches paya l'amende requise et ramena son esclave mutilé à l'habitation. 1 mois plus tard, Toussaint s'enfuit de nouveau. Cette fois, il parvint à atteindre les hauteurs du mont Pelé, où s'étaient établies des communautés de marrons qui survivaient dans la forêt dense. Mais son évasion ne passa pas inaperçue. Une expédition punitive fut organisée, comme c'était systématiquement le cas pour décourager le marronnage. Les chasseurs d'esclaves furent payés pour traquer Toussaint et les autres fugitifs qu'ils pourraient capturer. Ils ne retrouvèrent jamais Toussaint. En revanche, ils découvrirent quelque chose d'autre dans les sous-bois au-dessus de l'habitation Sainte-Rose. Un des chasseurs, un mulâtre nommé Jean-Baptiste Lacroix qui servait régulièrement de guide pour ces expéditions, mentionna dans son rapport
avoir trouvé des tumulus de pierre récemment aménagés, dissimulés sous la végétation dense. Ces monticules de roches volcaniques, alignés en rangées, ressemblaient à des tombes improvisées. La croix nota l'emplacement mais n'y toucha pas. Dans la culture créole de l'époque, déranger des sépultures, même supposées, portait malheur. De plus, enterrer des esclaves morts sans déclaration ni cérémonie religieuse était une pratique courante dans les plantations, un secret de polichinelle que personne ne dénonçait tant que la mortalité restait dans les normes acceptables. L'information fut consignée dans un registre qui ne serait jamais consulté de nouveau. Les années passèrent. La Martinique continua sa vie coloniale, ses cycles de récoltes et d'ouragans, ses épidémies de fièvre jaune et ses arrivages réguliers de navires négriers. La Révolution française éclata en 1789. Ces ondes de choc atteignant les Antilles avec un retard de plusieurs mois, mais une violence décuplée. Les idées d'égalité et de liberté enflammèrent les esprits, provoquant des révoltes d'esclaves et des affrontements sanglants entre planteurs royalistes et révolutionnaires. Durant cette période chaotique, l'habitation Sainte-Rose sembla se figer dans le temps, comme une enclave oubliée par l'histoire. Desroches ne prit aucun parti dans les conflits politiques. Il continua à vivre reclus dans sa propriété déclinante, payant ses impôts quand les autorités se manifestaient, ignorant les sommations à rejoindre les milices locales. Son isolement géographique et son insignifiance économique le protégèrent des turbulences révolutionnaires. Ce n'est qu'en 1802, lors du rétablissement temporaire de l'esclavage par Napoléon Bonaparte après son abolition éphémère, que l'administration coloniale réorganisée entreprit un recensement général des habitations et de leur main-d'œuvre servile. Des commissaires furent envoyés dans toutes les paroisses pour établir des registres précis des propriétaires, de leurs terres et de leurs esclaves. Le commissaire chargé de la paroisse du Prêcheur était un jeune fonctionnaire métropolitain nommé Étienne Darvel, arrivé de France 2 ans auparavant. Zélé et méthodique, il s'était fixé comme objectif de visiter personnellement chaque habitation de son secteur pour vérifier l'exactitude des déclarations. C'est ainsi qu'en novembre 1802, accompagné d'un écrivain et de 2 miliciens, il entreprit le voyage jusqu'à l'habitation Sainte-Rose. Le rapport qu'il rédigea à son retour, conservé dans les archives départementales de Fort-de-France, constitue le document le plus détaillé sur l'état de la propriété à cette époque. Darvel y décrit une habitation dans un état d'abandon avancé. Les champs de canne avaient été largement envahis par la végétation sauvage. La sucrerie ne fonctionnait plus, son moulin à eau brisé, ses équipements rouillés. Les cases des esclaves étaient en ruine, seuls 3 ou 4 paraissant encore habités. Quant à la grande maison elle-même, Darvel la décrit comme une bâtisse lugubre et délabrée, aux volets fermés en permanence, qui semblait avoir été abandonnée depuis des années, malgré les signes évidents qu'elle était encore habitée. De la fumée sortait de l'une des cheminées. Des poules picoraient dans la cour envahie d'herbes folles. Mais aucun visage n'apparaissait aux fenêtres, aucun son ne venait de l'intérieur. Darvel frappa à la porte principale. Après un long moment, elle s'entr'ouvrit, révélant le visage d'Antoine Laurent Desroches. Le commissaire fut frappé par l'apparence du planteur. Desroches avait 50 ans mais en paraissait 70. Ses cheveux, autrefois noirs, étaient devenus entièrement blancs et pendaient en mèches grasses sur ses épaules. Son visage était émacié, la peau tendue sur les os comme celle d'un cadavre. Ses yeux, toujours gris, brillaient d'un éclat fiévreux dans leurs orbites creuses. Desroches refusa catégoriquement de laisser entrer les visiteurs. Il resta sur le seuil, bloquant l'accès, et répondit aux questions du commissaire d'une voix rauque et impatiente. Oui, il possédait encore l'habitation. Non, il n'avait que 12 esclaves survivants, tous âgés, tous déclarés dans les registres. Non, il ne produisait plus de sucre, se contentant de cultures vivrières pour la subsistance. Non, il ne souhaitait pas vendre sa propriété. Non, il ne recevait aucun visiteur. Non, non, non. Quand Darvel insista pour inspecter les lieux conformément à ses prérogatives, Desroches devint menaçant.
Il posa la main sur le pistolet glissé dans sa ceinture et déclara que quiconque franchirait le seuil de sa porte serait abattu sur le champ. Il était chez lui, sur sa propriété légalement acquise, et aucune loi ne permettait aux autorités de violer ce sanctuaire sans mandat spécifique. Darvel, surpris par cette agressivité, choisit de ne pas provoquer d'incident. Il nota les réponses de Desroches, observa ce qu'il pouvait voir de l'extérieur et repartit avec son escorte. Mais son rapport contient un paragraphe troublant qui révèle ce qu'il aperçut brièvement avant que la porte ne se referme. Alors que M. Desroches nous rejetait de sa propriété, j'ai entrevu, dans l'obscurité du vestibule derrière lui, une silhouette féminine. Une femme de couleur, vêtue d'une robe blanche qui semblait n'avoir pas été lavée depuis des années, se tenait immobile dans le couloir. Son visage était tourné vers nous, mais ses yeux ne paraissaient rien voir. Elle se balançait légèrement d'avant en arrière, comme ces aliénés que j'ai vus dans les hospices de Paris. Avant que j'aie pu en voir davantage, M. Desroches claqua la porte avec violence. Cette image m'a poursuivi pendant des jours. J'ignore qui était cette malheureuse, mais j'ai la conviction que quelque chose d'atroce se déroule dans cette maison maudite. Malgré ses soupçons, aucune action ne fut entreprise. Darvel n'avait aucune preuve d'un crime, seulement un malaise diffus. Les autorités coloniales avaient d'autres priorités. Pacifier les révoltes d'esclaves, restaurer la production sucrière, gérer les tensions entre anciens révolutionnaires et royalistes revenus. Un planteur excentrique et misanthrope qui vivait en reclus sur une propriété déclinante n'était pas une priorité. L'habitation Sainte-Rose retomba dans l'oubli. Les années 1800 passèrent. La Martinique connut de nouveaux bouleversements. L'occupation britannique de 1809 à 1814, le retour sous administration française, les épidémies de choléra, les ouragans dévastateurs. Dans ce contexte tumultueux, personne ne prêtait attention à une plantation abandonnée au bout d'un chemin perdu dans les mornes du Nord. C'est en 1823 que l'histoire de l'habitation Sainte-Rose ressurgit brutalement à la lumière. Un jeune homme de 25 ans se présenta un matin au bureau du notaire royal de Saint-Pierre. Il se nommait Charles-Henri Desroches et prétendait être le fils légitime d'Antoine Laurent Desroches et de son épouse Marie-Ange. Le notaire, maître Fabien Durocher, reçut ce visiteur inattendu avec scepticisme. Charles-Henri était un mulâtre à la peau claire, aux cheveux bouclés châtain foncé, aux traits fins qui portaient effectivement une ressemblance troublante avec les descriptions d'Antoine Laurent Desroches dans sa jeunesse. Il était vêtu avec simplicité, mais propreté, s'exprimait dans un français parfait, quoique marqué d'un léger accent créole, et se comportait avec une politesse méticuleuse qui trahissait une éducation soignée. Il expliqua au notaire qu'il avait été élevé dans le sud de l'île, à Fort-Royal, par des religieuses de l'ordre des Ursulines qui tenaient un orphelinat. Sa mère l'avait amené là quand il avait 3 ans, en 1801, et ne l'avait plus jamais revu. Les sœurs lui avaient appris à lire, écrire et compter. Elles lui avaient enseigné le latin, un peu de grec, les mathématiques et la philosophie. Elle l'avait traité avec une bienveillance inhabituelle pour un enfant métis, lui donnant même un nom de famille, Desroches, celui de son père. À sa majorité, en 1819, les religieuses lui avaient remis une lettre cachetée qu'elle gardait depuis son arrivée. Cette lettre, qu'il présenta au notaire, était écrite de la main d'Antoine Laurent Desroches. Elle était datée du 15 septembre 1801 et rédigée dans un style juridique précis. La lettre établissait que Charles-Henri était le fils naturel et reconnu d'Antoine Laurent Desroches et de Marie-Ange Desroches, née esclave, mais affranchie et légalement mariée. Elle stipulait que l'enfant devait être élevé loin de l'habitation Sainte-Rose, pour des raisons que le père ne détaillait pas. Elle promettait qu'à la mort d'Antoine Laurent, son fils unique hériterait de l'intégralité de ses biens. En attendant, une somme de 200 livres par an serait versée aux Ursulines pour l'éducation de l'enfant, versement qui avait effectivement été honoré régulièrement jusqu'en 1820.
Charles-Henri expliqua qu'en 1820, les paiements s'étaient interrompus. Inquiet, il avait écrit à plusieurs reprises à l'adresse de l'habitation Sainte-Rose sans recevoir de réponse. Les religieuses l'avaient alors encouragé à prendre contact avec les autorités pour clarifier sa situation. Après 3 ans d'hésitation et d'économie laborieuse, il avait enfin réuni le courage et les moyens de faire le voyage jusqu'à Saint-Pierre pour retrouver son père. Maître Durocher examina les documents avec attention. La lettre semblait authentique, l'écriture correspondait aux rares échantillons qu'il possédait de la signature de Desroches dans les archives notariales. Les reçus des versements aux Ursulines étaient en ordre, tous signés par Antoine Laurent Desroches. Sur le plan légal, le jeune homme avait potentiellement des droits, même si sa qualité de métis compliquait considérablement la situation successorale dans la société esclavagiste de la Martinique. Le notaire accepta de l'accompagner jusqu'à l'habitation Sainte-Rose pour établir si Antoine Laurent Desroches était encore en vie et, le cas échéant, pour discuter de la reconnaissance officielle de sa paternité. Un huissier et un greffier furent également convoqués pour documenter la visite. Le petit groupe se mit en route par un matin de février 1823, sous un ciel lourd annonçant l'une des dernières pluies de la saison sèche. Le voyage jusqu'à l'habitation prit près de 5 heures, à travers des chemins détériorés par des années de négligence. Quand ils arrivèrent en vue de la propriété, le spectacle qui s'offrit à eux était celui d'une ruine. La grande maison tenait encore debout, mais son toit s'était partiellement effondré sur un côté. Les volets pendèrent de travers. Le crépi gris des murs était tombé par plaques, révélant les pierres volcaniques nues. La végétation avait envahi la cour, des lianes grimpant jusqu'au premier étage. Les cases des esclaves n'existaient plus, remplacées par des amas de planches pourries. Les champs de canne avaient totalement disparu sous une jungle secondaire dense. Seule la sucrerie en ruine se dressait encore, son toit de tôle rouillé brillant faiblement sous le soleil voilé. L'ensemble dégageait une impression d'abandon total, comme si personne n'avait vécu là depuis des décennies. Pourtant, en s'approchant, ils perçurent des signes de vie. Un feu brûlait dans la cheminée de la cuisine, sa fumée s'élevant en volutes grises. Des corbeaux s'envolèrent d'un tas d'ordures près de l'entrée. Et quelque chose d'autre, une odeur lourde et âcre que le notaire identifia immédiatement, l'odeur de la maladie et de la mort. Maître Durocher frappa à la porte d'entrée, pas de réponse. Il frappa de nouveau, plus fort, en annonçant sa qualité officielle. Toujours rien. L'huissier suggéra de faire le tour de la maison pour chercher une autre entrée. C'est alors que la porte s'ouvrit dans un grincement lugubre. Antoine Laurent Desroches apparut dans l'embrasure. Ce n'était plus un homme, mais un spectre. Il se tenait voûté, s'appuyant sur un bâton, vêtu de haillons qui avaient été autrefois des vêtements de qualité. Sa peau était d'une pâleur maladive, presque translucide, tendue sur un crâne décharné. Ses cheveux blancs pendaient en mèches sales jusqu'aux épaules. Mais le plus effrayant était son regard. Ses yeux gris avaient perdu toute humanité, réduits à 2 points brillants dans des orbites creuses, regard de fou ou de mourant. Il les fixa un long moment sans parler, comme s'il avait oublié l'usage de la parole. Puis son regard se posa sur Charles-Henri. Quelque chose bougea dans ses yeux, une lueur de reconnaissance ou peut-être de terreur. « Toi » murmura-t-il d'une voix cassée. « Tu n'aurais pas dû revenir, tu n'aurais jamais dû venir ici. » Charles-Henri fit un pas en avant, ému malgré l'apparence repoussante de cet homme qui était son père. « Père, je suis votre fils, Charles-Henri. Vous ne me reconnaissez pas ?» Desroches émit un rire qui ressemblait à un sanglot. « Je te reconnais, tu as ses yeux, les yeux de ta mère. Mais elle n'a plus Dieu maintenant. » Un silence glacé suivit ces mots. Le notaire intervint rapidement, expliquant l'objet de leur visite, les questions juridiques à régler, la nécessité d'établir clairement la situation. Desroches l'écouta à peine. Il gardait son regard fixé sur Charles-Henri avec une expression mêlant effroi et fascination. Finalement, il s'écarta de la porte.
Entrez, dit-il. Puisque vous êtes venu, entrez. Mais n'allez pas au premier étage. Ne montez pas. Jamais. Ils pénétrèrent dans la maison avec une appréhension croissante. L'intérieur était dans un état indescriptible. Des années de crasse couvraient le sol. Les meubles, autrefois élégants, étaient brisés ou renversés. Des piles de livres moisis s'entassaient dans les coins. Des détritus s'accumulaient partout. L'odeur de maladie et de pourriture était si forte qu'ils durent se couvrir le nez avec leurs mouchoirs. Desroches les conduisit dans ce qui avait été le salon. Il leur désigna des chaises vermoulues et s'effondra lui-même dans un fauteuil rongé par l'humidité. Puis, sans attendre leurs questions, il se mit à parler. Ce qu'il dit au cours de l'heure qui suivit fut consigné par le greffier dans un procès-verbal qui constitue le témoignage le plus détaillé et le plus glaçant de toute cette histoire. Antoine Laurent Desroches parla longtemps, sa voix rauque emplissant le salon délabré. Parfois il s'interrompait pour tousser violemment, crachant dans un mouchoir taché de sang. Parfois il s'égarait dans des digressions confuses, avant de revenir au fil de son récit. Mais l'essentiel de ce qu'il révéla fut fidèlement transcrit par le greffier, ses mains tremblantes formant les lettres sur le papier jauni. Il commença par le début, par son arrivée en Martinique en 1754. Il n'était pas venu aux Antilles pour faire fortune dans le sucre, comme tant d'autres. Il fuyait, effectivement, mais pas la justice française. Il fuyait lui-même, ou plutôt une part de lui-même qu'il ne supportait plus. En France, avant son départ, il avait été fiancé à une jeune femme de bonne famille bretonne. Le mariage était arrangé, comme c'était l'usage, mais il s'était pris d'une affection sincère pour sa promise. 3 mois avant le mariage, elle était morte subitement d'une fièvre maligne. Antoine Laurent avait été anéanti par cette perte. Dans son chagrin délirant, il avait développé une obsession morbide. Il ne pouvait supporter l'idée que sa bien-aimée soit seule dans la tombe. Il s'était mis à fréquenter les cimetières la nuit, à lire des ouvrages interdits sur la nécromancie et les tentatives de ramener les morts à la vie. Sa famille, horrifiée, l'avait fait examiner par des médecins qui avaient diagnostiqué une mélancolie profonde. Pour éviter le scandale et lui offrir un nouveau départ, ils avaient financé son voyage aux colonies. Antoine Laurent pensait que la distance et le changement de vie guériraient son mal. Il se trompait. En Martinique, loin des contraintes sociales de la métropole, son obsession n'avait fait que croître, prenant de nouvelles formes plus sombres. Il avait acheté l'habitation Sainte-Rose précisément pour son isolement. Il voulait un endroit où personne ne pourrait le surveiller, le juger, l'empêcher de poursuivre ses recherches. Pendant près de 20 ans, il avait vécu seul avec ses livres, ses expériences, sa folie grandissante. Il avait étudié des textes médicaux anciens, des traités philosophiques, des récits de voyageurs sur les pratiques des peuples africains et caribéens. Il cherchait un moyen de vaincre la mort, ou du moins de maintenir une présence humaine au-delà du trépas. Il savait que c'était impossible rationnellement, mais une part de lui refusait d'accepter cette impossibilité. Puis, en 1773, il avait eu une révélation, ou plutôt une idée monstrueuse avait germé dans son esprit malade. Et si ce n'était pas la mort physique qu'il fallait vaincre, mais la mort de la conscience, de la personnalité? Et si on pouvait créer un être humain dont l'esprit serait entièrement sous contrôle, vidé de toute volonté propre, réduit à une existence purement passive? C'était alors qu'il avait décidé d'acheter les 7 esclaves femmes. Il les avait choisies jeunes, traumatisées par la traversée, ne parlant pas français, complètement déracinées de leur culture. Des êtres vulnérables qu'il pourrait mouler. À ce point de son récit, Charles-Henri voulut l'interrompre, horrifié par ce qu'il entendait. Mais le notaire lui fit signe de se taire. Il devait entendre jusqu'au bout, aussi atroce que soit le témoignage. Desroches continua. Il avait enfermé les 7 femmes au premier étage de la maison, chacune dans une pièce séparée. Il leur avait donné à manger et à boire, mais les avait maintenues dans l'obscurité presque totale, dans le silence et l'isolement complet. Il ne leur parlait jamais, ne répondait jamais à leurs cris et à leurs supplications.
Il voulait briser leur esprit, les réduire à un état de soumission absolue. Pendant des mois, il avait mené cette expérience cruelle. Une des femmes était morte rapidement, incapable de supporter le confinement. Une autre s'était mutilée jusqu'à en mourir. 2 autres avaient sombré dans une folie violente qui les avait menés au suicide. Une 5e était morte de faim, refusant de s'alimenter. Une 6e avait développé une fièvre et avait péri en quelques jours, sans que Desroches appelle un médecin. Il ne restait plus qu'une seule survivante, Marie-Ange, celle qui ne s'était pas révoltée, qui n'était pas morte, qui avait simplement cédé. Au bout d'1 an d'isolement, elle était devenue exactement ce que Desroches avait voulu créer. Un être humain vidé de toute volonté, de toute personnalité, une coquille vivante qui obéissait mécaniquement à tous les ordres. Il l'avait alors sortie de sa cellule, l'avait affranchie pour pouvoir l'épouser légalement, avait organisé ce mariage grotesque que le père Lebrun avait béni sans comprendre l'horreur qu'il cautionnait. Marie-Ange était devenue son épouse, vivant avec lui dans la grande maison, partageant son lit, portant son enfant. Mais elle n'était plus vraiment humaine. Elle existait comme une somnambule, accomplissant les tâches quotidiennes sans jamais montrer la moindre émotion, la moindre volonté propre. Elle ne parlait que quand on lui posait une question directe, et encore, par monosyllabe. Elle ne riait jamais, ne pleurait jamais, ne semblait rien ressentir. Ses yeux restaient vides, regardant sans voir. Quand l'enfant était né, en octobre 1800, Desroches avait été confronté à une évidence terrifiante. Il ne pouvait pas garder cet enfant avec lui, l'exposer à la vie de l'habitation Sainte-Rose, à la présence de cette mère fantôme, serait le condamner à grandir dans la folie. Avec un sursaut de conscience, ou peut-être simplement de peur des conséquences, il avait envoyé le nouveau-né aux Ursulines, accompagné de sa lettre et de la promesse d'un financement. Les années avaient passé. Desroches continuait à vivre avec Marie-Ange, cette créature qu'il avait fabriquée et qui le terrifiait autant qu'elle le fascinait. Il ne la maltraitait pas physiquement, mais sa simple présence était une torture psychologique constante. Elle était devenue le miroir de sa propre monstruosité, la preuve vivante de ce qu'il était capable de faire. Progressivement, il avait négligé l'habitation, laissant les champs retourner à la jungle, les bâtiments tomber en ruine, les esclaves survivants vieillir sans être remplacés. Il ne quittait presque plus la maison, passant ses journées dans le salon à lire et relire les mêmes livres, ses nuits à écouter Marie-Ange se déplacer silencieusement dans les pièces du premier étage. Puis, vers 1810, quelque chose avait changé. Marie-Ange avait commencé à chanter, des mélodies africaines qu'elle fredonnait doucement, toujours les mêmes, inlassablement. C'était le premier signe d'une volonté autonome depuis des années. Desroches ne savait pas si c'était un retour de sa personnalité originelle ou simplement une nouvelle forme de folie. Elle chantait surtout la nuit, se tenant debout devant les fenêtres fermées du premier étage, regardant dans l'obscurité. Desroches l'entendait d'en bas, cette voix douce et monotone qui résonnait dans les pièces vides. Il ne montait plus jamais au premier étage. Il avait peur de ce qu'il pourrait y trouver. En 1820, l'un des derniers esclaves était mort. Desroches avait enterré le corps dans la forêt, comme il l'avait fait pour les 6 femmes mortes des décennies auparavant, comme il l'avait fait pour tous ceux qui étaient morts sur sa propriété au fil des années. Les tumulus de pierre avaient fini par former une nécropole clandestine dans les sous-bois au-dessus de l'habitation. Après cette mort, il était resté seul avec Marie-Ange et 2 esclaves âgés qui s'occupaient du potager et des poules. Il n'avait plus envoyé d'argent aux Ursulines. Il n'en avait plus. Sa fortune était épuisée. Il attendait simplement la mort, la sienne ou celle de Marie-Ange. Peu importait laquelle viendrait en premier. Et maintenant vous êtes là, conclut Desroches en fixant son fils. Vous voulez votre héritage? Prenez-le. Prenez cette maison maudite, ces terres mortes, cette femme qui n'est plus une femme. Prenez tout, et que Dieu vous pardonne. Un long silence suivit cette confession. Le notaire, l'huissier et le greffier étaient pétrifiés, incapables de parler.
Charles-Henri avait le visage ravagé par les larmes, bouleversé par l'horreur de ce qu'il venait d'apprendre. « Où est-elle » demanda finalement le jeune homme. « Où est ma mère ?» Desroches leva les yeux vers le plafond. Là-haut, au premier étage. Elle n'en est jamais descendue depuis des années. Je lui monte à manger et à boire une fois par jour. Elle prend ce que je lui donne, puis elle retourne à sa fenêtre et elle chante. Charles-Henri se leva brusquement. « Je veux la voir. »« Non. » Desroches tenta de se lever de son fauteuil, mais ses forces le trahirent. « Je vous ai dit de ne pas monter. Vous ne devez pas. » Mais Charles-Henri s'était déjà dirigé vers l'escalier. Le notaire et les autres le suivirent, ignorant les protestations affaiblies de Desroches. Ils montèrent les marches branlantes, dans une obscurité presque totale, l'odeur de pourriture s'intensifiant à chaque pas. Le premier étage était un dédale de pièces dont les portes étaient toutes fermées. Une seule était entr'ouverte, au fond du couloir. C'est de là que venait une voix féminine qui chantait doucement, inlassablement, une mélopée dans une langue africaine. Charles-Henri s'approcha de la porte, le cœur battant. Il la poussa complètement et entra. La pièce dans laquelle Charles-Henri pénétra avait été autrefois une chambre élégante. On devinait encore les restes d'un lit à baldaquin effondré, d'une armoire renversée, d'un miroir brisé dont les éclats jonchaient le sol. Mais tout était recouvert d'une couche épaisse de poussière et de crasse, accumulée pendant des décennies. Les murs étaient couverts de moisissures noires qui dessinaient des formes organiques et menaçantes. Au centre de la pièce, debout face à la fenêtre dont les volets étaient entr'ouverts, laissant passer une mince raie de lumière, se tenait une femme, Marie-Ange. Elle était vêtue de la même robe blanche que lors du mariage, mais le tissu était devenu gris de crasse, déchiré par endroits, pendant sur son corps émacié. Ses cheveux, autrefois tressés, formaient maintenant une masse emmêlée qui descendait jusqu'à la taille. Elle était pieds nus, sa peau couverte de plaies et d'échymoses anciennes. Mais le plus terrible était son visage. Quand elle se retourna lentement vers les intrus, ils virent qu'elle n'avait effectivement plus d'yeux. Ses orbites étaient deux cavités vides et sombres. Pourtant, elle sembla les voir, tournant son visage mutilé dans leur direction. Charles-Henri poussa un cri d'horreur et recula. Le notaire porta la main à sa bouche pour retenir un haut-le-cœur. L'huissier s'appuya contre le mur, ses jambes ne le portant plus. Seul le greffier, par réflexe professionnel, continua à noter ce qu'il voyait, sa plume griffonnant frénétiquement sur le papier. Marie-Ange ne réagit pas à leurs cris. Elle resta immobile un moment, puis se remit à chanter doucement. Sa voix était claire et mélodieuse, contrastant horriblement avec son apparence. Elle chantait une berceuse dans sa langue maternelle, un chant doux et triste qui parlait d'un enfant perdu, d'une mère qui attend son retour, d'un rivage lointain où les âmes trouvent la paix. Charles-Henri se ressaisit difficilement. Il fit un pas en avant, puis un autre. Il voulait fuir, mais quelque chose le poussait à s'approcher de cette femme qui était sa mère, de cette victime qui avait subi l'impensable. « Mère », murmura-t-il en français. Puis, cherchant dans sa mémoire les quelques mots de fond que les Ursulines lui avaient appris, « Mère, je suis votre fils, je suis revenu. » Marie-Ange cessa de chanter. Un long silence s'installa. Puis, lentement, elle tendit les mains en avant, tâtonnant dans le vide. Charles-Henri s'approcha encore et prit ses mains dans les siennes. Elles étaient d'eau froide et sèches comme du bois mort. La bouche de Marie-Ange s'ouvrit. Elle essaya de parler, mais aucun son ne sortit d'abord. Puis, dans un murmure rauque, elle prononça un seul mot, dans sa langue natale. « Aziz, mon enfant. » Charles-Henri éclata en sanglots. Il attira doucement sa mère contre lui, la serrant avec une infinie précaution, comme si elle allait se briser. Marie-Ange resta raide un moment, puis ses bras se levèrent mécaniquement et entourèrent son fils. C'était un geste automatique, sans chaleur, mais c'était un geste. C'est à ce moment que Desroches apparut dans l'embrasure de la porte. Il avait réussi à monter l'escalier s'appuyant sur les murs. Son visage exprimait une terreur absolue. Ses yeux, dit-il d'une voix brisée,
Je n'y suis pour rien. Je le jure devant Dieu, je ne les ai pas touchés. C'est elle. Elle les a arrachés elle-même. Il y a 10 ans, peut-être 15, je ne sais plus. Un matin, je suis monté et elle était là, debout dans son sang, ses yeux dans ses mains. Elle chantait. Elle chantait exactement comme maintenant. Le notaire se retourna vers lui, le visage déformé par le dégoût. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Pourquoi ne l'avez-vous pas fait soigner ? Pourquoi ne l'avez-vous pas fait enfermer dans un hospice où elle aurait au moins reçu des soins ?» Desroches émit un rire amer. « L'enfermer ? Mais elle est déjà enfermée. Et puis, où l'aurais-je envoyée ? Dans un hospice pour aliénés où on l'aurait enchaînée et battue ? Chez les sœurs où on aurait essayé de la guérir par des prières et des exorcismes ? Non, elle reste ici. C'est moi qui l'ai détruite. C'est moi qui dois vivre avec ce que j'ai fait. Vous auriez dû la tuer, dit soudain Charles-Henri d'une voix glaciale. Si vous aviez la moindre humanité, vous l'auriez tuée il y a des années. Vous lui auriez épargné cette existence. J'y ai pensé, admit Desroches. 1000 fois. Mais je n'ai jamais pu, parce que tant qu'elle vit, je reste vivant aussi. Le jour où elle mourra, je n'aurai plus aucune raison de continuer. Elle est ma pénitence, ma damnation, ma croix. Nous sommes liés jusqu'à la mort. Le notaire avait entendu assez. Il ordonna à l'huissier de descendre chercher les 2 esclaves qui travaillaient encore sur la propriété. Il fallait des témoins supplémentaires, il fallait documenter l'état de Marie-Ange, il fallait établir un constat officiel qui permettrait d'agir légalement. Pendant l'heure qui suivit, une enquête sommaire fut menée dans la maison. On découvrit au premier étage les autres chambres qui avaient servi de cellules aux 6 femmes mortes. Leurs portes portaient encore les traces de griffures désespérées. Leurs murs étaient couverts de taches sombres, sang, excréments, marques indéfinissables. C'était une galerie d'horreur que personne ne voulait examiner de trop près. Dans le bureau de Desroches, au rez-de-chaussée, on trouva ses journaux. Des dizaines de cahiers où il avait méticuleusement consigné son expérience pendant des années. Les premiers volumes décrivaient sa méthodologie avec un détachement clinique glaçant. Les volumes suivants montraient une descente progressive dans la folie, ses notes devenant de plus en plus confuses, illisibles, parsemées de phrases répétées obsessionnellement. Le greffier saisit ses cahiers comme pièces à conviction. Ils constituaient une confession écrite complète des crimes de Desroches. Meurtre par négligence volontaire, séquestration, torture psychologique, destruction délibérée de l'intégrité mentale d'autrui. Même dans le contexte de l'esclavage, où les maîtres jouissaient d'une impunité presque totale, ce que Desroches avait fait dépassait les limites de ce qui était tacitement toléré. Restait la question cruciale. Que faire maintenant ? Marie-Ange était-elle légalement une victime qui devait être libérée et soignée, ou une aliénée qui devait être internée ? Desroches devait-il être traduit en justice, lui qui était manifestement mourant ? Charles-Henri avait-il des droits sur la propriété, et si oui, lesquels ? Le notaire décida qu'il ne pouvait trancher seul ces questions. Il fallait rapporter l'affaire aux autorités supérieures, au gouverneur de la Martinique, peut-être même aux tribunaux métropolitains. En attendant, il ordonna que Marie-Ange soit descendue au rez-de-chaussée, installée dans une pièce propre avec de la nourriture et de l'eau. Les 2 vieux esclaves reçurent instruction de veiller sur elle. Quant à Desroches, épuisé par la confrontation, il s'était effondré dans son fauteuil du salon et ne bougeait plus. Charles-Henri refusa de l'approcher. Il resta assis sur les marches du perron, le visage entre les mains, essayant de comprendre comment sa vie avait basculé en quelques heures de la quête d'un père à la découverte d'un monstre. Le groupe repartit vers Saint-Pierre à la tombée de la nuit, emportant les journaux de Desroches et le témoignage détaillé de tout ce qu'ils avaient vu. Le voyage retour se fit dans un silence pesant, chacun perdu dans ses pensées sombres. L'affaire de l'habitation Sainte-Rose ne fut jamais jugée devant un tribunal. Les raisons de cette absence de procès sont multiples et révèlent autant sur la société coloniale de l'époque que sur les faits eux-mêmes. D'abord, Antoine Laurent Desroches mourut 3 semaines après la visite du notaire.
On le retrouva un matin, assis dans son fauteuil du salon raide et froid. Aucune autopsie ne fut pratiquée. Le médecin appelé conclut à une mort naturelle due à la tuberculose et à la malnutrition. Il fut enterré discrètement dans le cimetière du Prêcheur, sans cérémonie, dans une tombe anonyme. Ensuite, la question de Marie-Ange posa un dilemme juridique insoluble. Était-elle une esclave affranchie et donc une femme libre? Était-elle l'épouse légitime de Desroches et donc une veuve avec des droits successoraux? Était-elle une aliénée devant être placée sous tutelle? Les juristes coloniaux débattirent pendant des mois sans parvenir à un consensus. Finalement, une solution pragmatique fut trouvée. Charles-Henri, en tant que fils reconnu par écrit de Desroches, hérita de la propriété. Mais l'état de délabrement de l'habitation Sainte-Rose était tel qu'elle n'avait plus aucune valeur marchande. Les terres étaient retournées à la jungle, la maison était inhabitable, les équipements étaient détruits. Le jeune homme ne possédait en réalité qu'une ruine sans valeur. Il décida néanmoins de s'installer sur place pour s'occuper de sa mère. Avec l'aide des 2 vieux esclaves qu'il affranchit immédiatement, il nettoya une partie de la maison, rendit une chambre habitable pour Marie-Ange, restaura le toit pour éviter les infiltrations. Il planta un jardin vivrier et quelques caféiers pour subsister. Il abandonna toute idée de relancer la production de sucre. Marie-Ange vécut encore 7 ans dans cette maison où elle avait subi tant d'horreurs. Charles-Henri la soigna avec une patience infinie, la nourrissant, la lavant, la promenant dans le jardin les jours de beau temps. Elle ne parla jamais, ne montra jamais qu'elle reconnaissait son fils. Mais elle continua à chanter ses mélodies africaines, et parfois, quand Charles-Henri lui tenait la main, elle serrait doucement ses doigts dans les siens. Elle mourut en janvier 1830, emportée par une pneumonie. Charles-Henri l'enterra dans le jardin qu'il avait créé sous un manguier en fleurs. Il planta sur sa tombe des fleurs sauvages et un petit arbuste dont les feuilles, selon une croyance africaine que lui avaient enseignée les 2 anciens esclaves, permettaient aux âmes des morts de retrouver le chemin de leur terre natale. Quant aux 6 autres femmes, celles qui étaient mortes dans les cellules du premier étage, Charles-Henri entreprit de leur donner une sépulture décente. Guidé par les souvenirs confus des 2 vieux esclaves, il retrouva les tumulus de pierre dans la forêt au-dessus de l'habitation. Il identifia 6 tombes qu'il exhuma avec précaution. Les ossements qu'il découvrit confirmèrent l'horreur. Certains squelettes montraient des signes de malnutrition extrême. D'autres portaient les marques de blessures auto-infligées. Tous appartenaient à de jeunes femmes qui avaient subi une mort atroce. Charles-Henri les réinhuma dans le jardin à côté de Marie-Ange, créant un petit cimetière qui l'entoura d'une palissade blanche. Il planta un arbre pour chacune des 7 femmes. 7 manguiers qui, avec le temps, grandirent jusqu'à former un petit bosquet d'ombre et de fraîcheur. Les journaux de Desroches furent archivés au greffe du tribunal de Saint-Pierre. Officiellement, ils constituaient des pièces d'un dossier successoral. Officieusement, personne ne voulait que ces documents soient rendus publics. Ils révélaient trop de choses dérangeantes sur ce qu'un homme blanc pouvait faire impunément dans une société esclavagiste. Les autorités craignaient que leur divulgation n'alimente les mouvements abolitionnistes qui gagnaient en force en France métropolitaine. Les cahiers restèrent donc dans leurs cartons scellés, oubliés au fil des décennies. Seul le rapport du notaire Durocher, rédigé dans un style neutre et factuel, fut conservé dans les archives officielles. Mais même ce rapport fut enterré dans la masse des documents administratifs, rarement consultés, jamais étudiés. Charles-Henri vécut le reste de sa vie à l'habitation Sainte-Rose. Il se maria avec une femme créole du Prêcheur et eut 4 enfants. Il cultiva son jardin, ses caféiers et quelques bananiers, vivant modestement mais en paix. Il ne parla jamais publiquement de ce qui s'était passé dans cette maison, mais il éleva ses enfants dans le respect de la mémoire de leur grand-mère Marie-Ange et des 6 autres femmes qui reposaient sous les manguiers. Quand il mourut en 1867, à l'âge de 69 ans, l'esclavage avait été définitivement aboli en Martinique depuis 19 ans.
Ses enfants héritèrent de la propriété, mais aucun ne voulut y vivre. La grande maison fut abandonnée de nouveau, cette fois définitivement. La jungle reprit ses droits, engloutissant lentement les bâtiments. Seul le jardin avec les 7 manguiers fut entretenu par les descendants de Charles-Henri pendant encore quelques générations. Ils venaient régulièrement nettoyer les tombes, remplacer les fleurs fanées, maintenir les arbres en bonne santé. Mais avec le temps, même cette tradition se perdit. Les jeunes générations ne comprenaient plus pourquoi il fallait s'occuper de ce lieu reculé, de ces tombes anonymes. Au XXIe siècle, l'habitation Sainte-Rose n'existe plus que comme toponyme sur les cartes anciennes de la Martinique. La maison s'est effondrée depuis longtemps. La végétation tropicale a tout recouvert. Si vous saviez où chercher, si vous remontiez le mauvais chemin qui part du Prêcheur vers les hauteurs du mont Pelé, si vous vous enfonciez dans la jungle épaisse, vous pourriez peut-être encore trouver les vestiges des fondations en pierre volcanique grise. Et si vous cherchiez bien dans une petite clairière envahie par les lianes et les fougères, vous pourriez trouver 7 manguiers immenses et noueux, beaucoup plus vieux que tous les autres arbres environnants. Leurs racines forment un réseau complexe qui affleure du sol, créant des creux et des bosses dans la terre rouge. Sous chaque arbre, si vous grattiez la couche d'humus et de feuilles mortes, vous trouveriez peut-être encore les restes d'une bordure de pierre blanche, traces d'anciennes sépultures que personne ne visite plus. Les gens du Prêcheur évitent ce secteur. Ils disent que c'est à cause des serpents fer de lance qui y sont nombreux, ou à cause des pluies torrentielles qui rendent le terrain dangereux. Mais les plus vieux, ceux qui se souviennent des histoires racontées par leurs grands-parents, parlent d'autre chose. Ils disent qu'on entend parfois des chants dans cette partie de la forêt. Des chants de femmes, dans une langue que personne ne comprend, portés par le vent qui descend du volcan. Des chants de berceuse pour un enfant qui ne reviendra jamais. Des chants de deuil pour une terre natale à jamais perdue. Des chants qui rappellent qu'il y a eu, dans cette vallée oubliée, 7 femmes qui ont subi l'inimaginable aux mains d'un homme qui voulait jouer à Dieu. Cette histoire, aussi sombre soit-elle, repose sur des documents réels conservés dans les archives de la Martinique. Les journaux de Desroches existent, scellés dans les sous-sols du palais de justice de Fort-de-France. Le rapport du notaire du Rocher est consultable pour ceux qui ont la patience de fouiller les registres coloniaux. Les actes de mariage, d'affranchissement, les relevés de vente d'esclaves, tout existe quelque part dans ces montagnes de papier moisi que personne ne lit plus. Mais peut-être que certaines histoires doivent rester dans l'ombre. Peut-être que certains crimes sont trop monstrueux pour être constamment rappelés, ou peut-être que, au contraire, nous devons nous souvenir de ce dont les êtres humains sont capables quand ils disposent d'un pouvoir absolu sur d'autres êtres humains. L'esclavage a créé des milliers d'habitations Sainte-Rose à travers les Amériques. Des milliers de lieux où des horreurs se sont déroulées, loin des regards, protégés par le silence, l'isolement et l'indifférence d'une société qui préférait ne pas voir. Alors dites-nous, croyez-vous que tout cela s'est vraiment passé ? Pensez-vous qu'un homme a réellement pu commettre de tels actes? Ou préférez-vous croire que ce n'est qu'une histoire inventée pour vous faire frissonner? Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres secrets enfouis dans les archives de l'histoire. Commentez ci-dessous pour partager vos réflexions sur cette tragédie oubliée. Et surtout, partagez cette vidéo avec ceux qui pensent connaître toute l'histoire de l'esclavage. Parce que l'histoire, la vraie, est souvent bien plus terrifiante que n'importe quel conte fantastique. Et quelque part, dans la jungle martiniquaise, 7 manguiers continuent de pousser, témoins silencieux d'un crime que le temps n'a jamais vraiment effacé.